Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode de podcast est l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 17 qui s'étale du 21 au 27 avril. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast En Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, cette semaine, nous parlerons évidemment des articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en JA et nous terminerons par les annonces en preview. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Débutons nos articles en parlant d'une annonce importante du côté d'Azure évidemment. Microsoft vient de lancer officiellement les nouvelles machines virtuelles NDGB200 en version 6 qui sont optimisées pour l'infrastructure IA la plus exigeante. Ces VM reposent sur la dernière génération de GPU NVIDIA Blackwell et permettent de connecter 72 GPU en un seul supercalculateur capable de traiter d'immenses volumes de données en un temps record. Un exemple très parlant, en utilisant ce nouveau système, le modèle Llama 70B peut générer plus de 860 000 jetons par seconde. C'est quand même 9 fois plus rapide que sur les anciennes machines virtuelles Azure H100. En parallèle, Azure propose un écosystème complet avec Azure Cycle Cloud pour orchestrer facilement l'entraînement des modèles, Azure Blob Storage pour gérer les volumes de données massifs et Azure Kubernetes Service pour faire tourner des charges IA conteneurisées à grande échelle. Bref, avec cette avancée, Azure confirme son ambition de rendre l'IA de très grande échelle plus accessible, plus rapide et plus fiable, aussi bien pour la recherche que pour l'industrie ou la création de contenu. Maintenant, je vous emmène en Provence sur le plus grand chantier de fusion nucléaire au monde qui s'appelle l'ITER. À Saint-Paul-les-Durances, 2000 scientifiques et ingénieurs travaillent sur une machine incroyable, un tokamak conçu pour reproduire l'énergie du Soleil avec un plasma qui atteindra 150 millions de degrés. Le défi est colossal, assembler plus d'1 million de pièces avec une précision extrême. Et pour y arriver, ITER utilise des outils de pointe comme Azure OpenAI et GitHub Copilot. Ils ont développé un chatbot pour explorer plus d'1 million de documents internes et l'IA est utilisée pour détecter des défauts invisibles dans les soudures critiques, ce qui est essentiel pour garantir la fiabilité du réacteur. Il y a aussi tout un travail de modélisation, prédire le comportement du plasma, améliorer les simulations, rendre les opérations plus sûres et plus efficaces. Tout cela pour un seul et unique but, démontrer que la fusion nucléaire peut être une énergie propre, sûre et durable pour notre avenir. Un projet qui mêle science fondamentale, ingénierie de précision et intelligence augmentée, et tout cela au service de la transition énergétique. Après notre séjour en Provence, je vous propose de prendre votre passeport, on s'envole ou Japon, où Microsoft vient d'annoncer un investissement majeur pour renforcer ses décès et soutenir le développement de l'intelligence artificielle. Depuis la mi-avril, des ressources de calcul encore plus puissantes seront disponibles pour les entreprises japonaises, avec notamment l'arrivée des GPU NVIDIA de dernière génération sur Azure, dont nous avons déjà parlé à ce micro et il n'y a pas plus longtemps que quelques secondes. Cet investissement accompagne une adoption massive de l'IA dans le pays. Japan Airlines a réduit d'un tiers le temps de traitement de ses rapports internes. Woven by Toyota développe des agents IA pour améliorer la sécurité des logiciels embarqués et même l'administration publique japonaise utilise désormais Azure OpenAI pour améliorer les services aux citoyens. Mais ce n'est pas que de l'infrastructure. Microsoft s'est aussi fixé pour objectif de former 3 millions de personnes aux compétences d'IA d'ici 2027. Ils ont aussi lancé un programme de cybersécurité spécifique pour mieux préparer les entreprises et institutions face aux menaces modernes, tout en exploitant l'IA pour renforcer leur résilience.
Une démarche ambitieuse qui montre que l'IA n'est pas qu'une tendance technologique, mais devient une composante essentielle du développement économique et social. Fermons notre chapitre des articles de la semaine avec un focus sur la transformation numérique dans le secteur de la santé grâce aux solutions d'Azure. Azure Virtual Desktop et Windows 365 apportent une réponse concrète aux enjeux d'accès sécurisé aux données et d'agilité informatique. Avec Azure Virtual Desktop, les équipes médicales peuvent accéder à leurs applications critiques comme Epic Hyperdrive, où qu'elles soient, tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Windows 365 facilite quant à lui le déploiement de PC Cloud personnalisés pour les soignants, les administrateurs ou encore les agents temporaires permettant aux établissements de s'adapter rapidement aux variations d'effectifs. Et ce n'est pas tout, grâce à des modules comme Windows 365 Disaster Recovery Plus, les organisations peuvent assurer la continuité de leurs services même en cas d'incident majeur. D'ailleurs, selon une récente étude de Forrester, un retour sur investissement estimé entre 94% et 217% et un gain de temps significatif au quotidien pour les équipes. Bref, un bel exemple de la manière dont la technologie peut renforcer la qualité des soins tout en optimisant les opérations dans le secteur de la santé. Poursuivons maintenant avec les annonces en JA. La première concerne le service Azure Virtual Machine qui voit débarquer la série 5 de VM V710, conçue spécialement pour l'inférence d'IA légère et les applications gourmandes en ressources graphiques exigeant des GPU économiques et performants. La série offre plusieurs options allant d'un 6e de GPU avec 4 Go de mémoire, idéal pour les environnements de bureau virtuels légers, à un GPU V710 complet avec 28 Go de mémoire pour les applications d'ingénierie ou d'IA gourmandes en ressources graphiques. Du côté des Virtual Machine Scale 7 maintenant où l'équipe produit annonce la fonctionnalité du mix d'instances. Cette dernière permet de spécifier plusieurs tailles d'instances au niveau de votre scale set, ce qui vous offre une flexibilité supplémentaire. Cela pourrait être une bonne solution pour optimiser la capacité disponible dans une région pour parer à un type d'instance qui n'est plus disponible à un instant T. Autre chose géniale, c'est que vous pouvez mixer également des VM spot avec des VM à la demande, ce qui vous permettra de réduire vos coûts. Bref, la flexibilité est vraiment le maître mot de cette nouvelle fonctionnalité. Continuons avec Azure Cosmos DB for MongoDB en mode Vecor, qui propose désormais la version 8 de MongoDB, vous donnant accès aux dernières améliorations et fonctionnalités Mongo directement au sein de Azure Cosmos DB. Parlons maintenant d'un autre type de base de données, à savoir Azure Database for PostgreSQL, où l'équipe produit annonce plusieurs fonctionnalités pour cette semaine. Tout d'abord, plusieurs paramètres sont maintenant personnalisables, ce qui, une fois de plus, vous apportera flexibilité au quotidien. On peut noter le paramètre Commit Timestamp Buffers, qui vous permet d'ajuster le nombre de tampons alloués aux heures d'attache de validation. L'Event Triggers pour configurer des déclencheurs d'événements pour des événements de base de données spécifiques. Ou encore le plan Cache Mode, qui permet de configurer le mode de mise en cache des plans de requête. Sachez qu'il y en a beaucoup d'autres, alors si vous êtes utilisateur de Azure Database for PostgreSQL, allez jeter un œil sur la documentation officielle pour voir ce qui pourrait vous intéresser. Toujours sur Azure Database for PostgreSQL, où vous pouvez désormais utiliser le service de migration d'Azure Database pour PostgreSQL pour migrer facilement des bases de données de série chronologique sans supprimer l'extension. D'un simple clic, vous pouvez accéder à l'onglet Migration du portail ou pour les puristes, utiliser l'Azure CLI. Cette nouvelle fonctionnalité remplace le processus lent et fastidieux auparavant qui était d'utiliser pgdump et pgrestore ou de supprimer l'extension timescaledb puis la recréer après la migration. Bref, vous devriez gagner un temps précieux. Ce n'est pas tout puisque de nouvelles versions mineures sont désormais prises en charge, à savoir les versions 17.4, 16.8, 15.12, 14.17 et 13.20. Pour rappel, la mise à niveau vers ces versions mineures est effectuée automatiquement avec la maintenance planifiée mensuelle gérée par Microsoft. On en termine avec Azure Database for PostgreSQL avec l'authentification basée sur Microsoft Entra ID pour connecter vos instances à Azure Synapse Analytics et Azure Data Factory.
Cette fonctionnalité renforce à la fois la sécurité, mais simplifie aussi le processus d'authentification. Terminons les bases de données en parlant un peu de SQL Database tout de même, où le stockage RAGZRS débarque pour SQL Database, mais uniquement pour le mode non hyperscale. Ainsi, vous pourrez utiliser le stockage redondant GeoZone avec accès en lecture si vous souhaitez par exemple décharger votre base de données principale qui se contente de faire des écritures. Ça vous permettra du coup d'avoir des performances supérieures en splittant les requêtes de lecture d'un côté et d'écriture de l'autre. Allez, changeons complètement de sujet et parlons maintenant d'Azure Site et Recovery, où l'on peut désormais utiliser la fonctionnalité Shared Disks. Celle-ci permet de protéger, surveiller, restaurer et reprotéger vos charges de travail exécutées sur des clusters de basculement Windows Server ou Windows Server Failover Cluster. Cela vous parlera peut-être davantage. Du côté de Azure Firewall, maintenant, où l'ensemble des tables des journaux prennent en charge le basic plan log. Mine de rien, ce dernier peut vous aider à réduire de 80% les coûts associés à vos logs. Par contre, petit bémol, ce plan ne fonctionne pas à l'heure actuelle avec les intégrations de Policy Analytics et de Security Copilot, en espérant tout de même que cela change dans les prochaines semaines. Maintenant, passons à un service qu'on évoque plutôt rarement, je parle de Azure Databox, où l'équipe produit nous gratifie de 2 annonces cette semaine. La première avec la prise en charge du transfert de données interrégionales dans toutes les régions pérées. Par exemple, les données stockées sur site au Japon peuvent désormais être importées directement vers une région Azure de l'Union européenne. En effet, la databox est transportée vers le DC au Japon et le transfert de données s'effectue via le réseau Azure sans frais supplémentaires, garantissant ainsi que la databox reste au Japon dans le pays source. C'est parfait pour les grandes entreprises qui sont réparties dans plusieurs régions Azure à travers le monde. La deuxième annonce fait état de l'arrivée de 2 nouveaux boîtiers Azure Databox, à savoir Azure Databox 120 et Azure Databox 525. Vous l'aurez compris, le chiffre représente le stockage disponible en Tera. Selon Microsoft, le transfert de données est jusqu'à 10 fois plus rapide que les box actuelles. Donc si vous avez une grande quantité de données à transférer sur Azure, ces nouveaux équipements pourraient être une solution à envisager. Un peu de stockage à présent avec le service Azure Ultra Disk Storage qui débarque dans la région Spain centrale. C'est le cas aussi des disques Premium SSD V2 et Ultra Disk Storage qui débarquent dans les régions Australia centrale et Norway West. Terminons les annonces en JA avec Azure Files qui propose du Premium SSD pour les opérations de métadonnées pour les protocoles SMB et REST. Bref, cela améliore les performances de partage des fichiers SMB sur Azure. C'est terminé pour les annonces en JA, je vous propose de passer à celles en preview. Débutons avec Azure iSearch qui propose de simplifier la modification ou la mise à niveau de votre service. Vous pouvez maintenant changer le niveau de service très simplement sans aucune reconstruction entre les niveaux basiques S1, S2 et S3. En revanche, cela ne supporte pas la mise à niveau des niveaux gratuits que sont S3 HD, L1 et L2. Le service Azure Cosmos DB for NoSQL introduit la fonctionnalité Shared Disk ANN pour optimiser la recherche vectorielle. En définissant simplement le paramètre Vector Index Shared Key dans la politique d'indexation de votre collection, vous pouvez facilement fragmenter des index vectoriels en fonction des attributs de vos données, améliorant ainsi considérablement l'efficacité de la recherche et réduisant les coûts. Les principaux avantages sont une latence réduite, des coûts également réduits, une évolutivité sans effort ou encore une isolation et sécurité des données. Côté Azure Database for PostgreSQL, vous n'avez plus besoin de gérer la version de vos clés CMK. En effet, c'est maintenant les clés sans version qui sont propagées automatiquement lors de la rotation de celle-ci. Du nouveau dans Container Insight qui introduit la notion de Multi-Tenant Managed Logging. Ceci est utile pour les clients qui exploitent des plateformes de clusters partagées utilisant AKS. Les clients doivent pouvoir configurer la collecte des journaux de la console de conteneurs de manière à séparer les journaux des différentes équipes. Ainsi, chacune des équipes a accès aux journaux des conteneurs exécutés dans leur espace de travail
dont ils sont propriétaires, ainsi qu'à la facturation et à la gestion associée à l'espace de travail dans Azure Log Analytics. Et terminons notre épisode avec la fonctionnalité Metrics Usage Insight au sein de Azure Monitor. Cette dernière est conçue pour offrir aux équipes la visibilité et les outils nécessaires à la gestion efficace des coûts d'observabilité. Elle permet aux clients d'identifier les indicateurs qui correspondent à leurs objectifs métiers, de déceler des dépenses inutiles en identifiant les indicateurs inutilisés et de maintenir une approche de surveillance rationalisée et rentable. Eh bien voilà, c'est tout ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode toujours aussi passionnant. À très vite.